Écoutez, je crois qu'on a déjà une audience intéressante et donc on va pouvoir commencer. Pour ma part, David Savoie, chargé de développement à la Fédération française des clubs alpins et de montagne et plus particulièrement au comité départemental de la Savoie. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour ce nouvel épisode. Ça a été un réel plaisir d'animer l'épisode avec le peloton de gendarmerie de haute montagne, Laurent Caillot, la dernière fois. Mais cette fois-ci, on va parler de sécurité, mais on va surtout parler de dormir en montagne. Et imaginez-vous, après une journée passée à marcher sur les chemins de randonnée, à un moment donné, on rentre dans un refuge où on plante la tente pour passer la nuit. Et là, il y a plein de choses qui se passent. Et la question qu'on va poser ce soir à Théo, c'est comment réussir votre nuit en montagne. On attend que tu nous parles matériel, emplacement, feu, repas. Et surtout nous dire comment faire en sorte que ça soit vraiment une belle expérience. Et pour nous en parler ce soir, c'est Théo Claude, président du club alpin français de Vanoise-Tarentaise, qui est présent avec nous. Il est également accompagnateur en montagne stagiaire. Il sera bientôt pleinement diplômé. Il est aussi membre du comité directeur fédéral de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Il a plein de belles cordes à son arc et il va nous expliquer ce qu'est un refuge, où il se trouve, qui s'en occupe et sur quel service vous pourrez compter lorsque vous aurez séjourné en refuge. Il nous expliquera aussi une autre forme de pratique qui s'est très fortement développée l'année dernière avec cette pandémie, c'est le bivouac. Alors le bivouac, qu'il soit sous cabane ou dans une tente, effectivement, on a besoin de matériel particulier. Et Théo va nous dresser justement la liste du matériel et les bonnes astuces à avoir pour faire en sorte que cette nuit soit la plus agréable possible et la plus confortable. Le principe, c'est toujours le même. On vous attend dans vos réactions. Vous pouvez réagir via les commentaires, poser vos questions. De toute manière, une fois l'intervention de Théo terminée, on se retrouvera tous ensemble dans le live pour partager vos questions et y répondre. Donc ça, d'ici à peu près 30-35 minutes, suivant le temps que prendra Théo pour nous expliquer tout ce qu'il a à nous dire. Avant de laisser la parole à Théo, je voudrais quand même remercier toujours notre partenaire Ternua qui met à chaque épisode un lot. Et ce soir, c'est un sac de couchage à gagner. Donc écoutez, faites-nous un petit message via les commentaires. Il y a tirage au sort à la fin du live et vous aurez peut-être la chance de gagner. Comme ça a été pour Valérie Arsico qui a gagné jeudi dernier un magnifique polo Capo Ternua. Donc bravo Valérie, je ne sais pas si tu es avec nous ce soir, mais voilà, c'est toi qui as été tiré au sort. Et tu recevras par la poste ce magnifique polo. Allez, j'ai assez parlé, sans plus tarder, c'est à toi de nous faire le show ce soir, Théo, de nous ouvrir la voie de cette fabuleuse expérience qui est de dormir en montagne. Je te remercie, David. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec la communauté montagne ce soir pour discuter de toutes ces questions qui sont très passionnantes. Dormir en refuge, dans une cabane au chaud avec un bon casse-croûte qu'on a fait nous-mêmes ou alors qu'on s'est fait servir. Ou alors vivre l'expérience un peu plus solitaire de dormir avec notre tente à côté du refuge ou même encore plus loin. Donc, il y a plein de petits trucs et astuces que je vais vous raconter ce soir d'après toutes les expériences que j'ai pu vivre en montagne et puis ce qu'on peut voir au quotidien. Alors, moi, j'ai souhaité commencer à vous parler de l'histoire un petit peu parce que c'est quand même vachement intéressant de savoir d'où sont arrivés nos refuges et on comprend comme ça comment on en a qui sont comme ça et comment les autres ont pu évoluer au fur et à mesure. Alors en fait, il faut bien se dire que le refuge, c'est quand même un bâtiment qui date, c'est un concept et un bâtiment qui date pas d'hier. On parle des premières apparitions des refuges dans les années 1860-70. En fait, ça correspond tout à fait aux évolutions progressives des conquêtes de l'alpinisme. À l'époque, le refuge était bien loin de ce qu'on pouvait voir aujourd'hui, de ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'était ni plus ni moins que les cabanes de berger, en fait, avec des abris sous roches, des tas de pierres, des cabanes toutes petites, sur lesquelles les premiers alpinistes, les premiers pionniers de la montagne
faisaient étape entre le village et le sommet, ce qui leur servait vraiment de camp de base. Et puis après, ben, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, on a quand même grandement changé nos pratiques de vie et de montagne. Et on a pu commencer à voir la naissance des bâtiments qui se sont construits en dur, tels qu'on voit aujourd'hui, hein, une maison plutôt cubique si c'est bien fait, avec un toit. Et puis là, les premiers conforts sont apparus avec les poêles à bois, les petites cuisines légèrement aménagées, etc. Et puis après, dans les évolutions qui ont grandement dynamisé et structuré les refuges, et ben, c'est l'encadrement par la loi. En 2007, on a eu un décret qui a modifié un petit peu le code du tourisme et qui nous a vraiment expliqué ce que c'est qu'un refuge. En effet, un refuge, c'est pas forcément ce que vous allez, à chaque fois, quand vous allez vous balader en montagne, des fois vous voyez écrit refuge, refuge, refuge. En réalité, il y en a un peu à toutes les sauces, mais le vrai refuge montagne, c'est le refuge qui est en site isolé. Voilà, c'est le mot-clé qui va nous permettre de tout comprendre, c'est site isolé. Donc, site isolé, ça veut dire ben, pas forcément une piste carrossable à côté, pas toute l'année. Ça veut dire pas de remontée mécanique à côté toute l'année. Ça veut dire des secours, pas forcément là toute l'année non plus avec un véhicule 4x4. Et ça veut aussi dire que c'est un lieu, par son isolement, qui doit être ouvert tout temps, toute heure, où on peut se mettre à l'abri s'il y a une tempête, où on peut éventuellement dormir un peu s'il y a vraiment une grosse tempête. Et c'est grâce à ce caractère isolement qu'on va comprendre toutes les mécaniques et du comportement qu'on doit avoir et par contre de la qualité qu'on peut retrouver derrière aussi sur ces bâtiments, vu qu'on est loin, où on a fait en sorte que ce soit bien construit. Alors concrètement, ça a bien changé, on a dit les refuges. Maintenant, en 2021, on a un large parc de refuges. Alors rassurez-vous, c'est pas parce que vous venez pas en vacances dans les Alpes cet été que vous ne trouverez pas des refuges. Tout le territoire national est parsemé de refuges et de cabanes en montagne. Vous en avez largement dans les Vosges, dans le Jura, dans les Alpes, dans les Pyrénées, vous en trouverez partout. Et partout, on a du bien. Il n'y a pas qu'à Chamonix qu'il y a des beaux refuges. Alors, c'est difficile de vous dire que chaque refuge est construit pareil, puisque en France, on est quand même, il y a quand même beaucoup de propriétaires et beaucoup de bâtiments. Il faut savoir que le plus gros propriétaire, qui on estime à peu près à un tiers des bâtiments de France, c'est la Fédération française des clubs alpins de montagne. Mais le propriétaire historique, c'est la Société touristique du Dauphiné. Et puis, il y a aussi beaucoup de refuges qui sont gérés par les parcs nationaux, notamment le parc national de la Vanoise, qui en compte 12 ou 13. Les collectivités territoriales, la mairie, le département en ont quelques-uns. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, beaucoup de refuges privés. Donc, tout ça, ça nous fait un grand… Voilà, beaucoup de pluralité, beaucoup de refuges. Et puis, ben, chacun fait comme il peut et il essaie de s'adapter au goût du jour en fonction de ses moyens. Alors, grosso modo, un refuge, c'est quand même à la base un dortoir, parce qu'on y vient pour dormir, c'est quand même pratique. Et puis, ben, on s'éloigne progressivement du dortoir qu'on avait pu connaître peut-être dans votre famille, ou vous avez lu dans les livres édition Guérin, le grand dortoir de 100 personnes avec tous les petits matelas alignés, ce qu'on appelle toujours les baflans d'ailleurs, avec les odeurs de pieds et les ronflements tout le long. Ça, c'est l'image de l'ancien refuge. On en a de moins en moins quand même. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est une chambre d'hôtel. Le refuge, c'est forcément la collectivité. Mais maintenant, on est quand même vraiment meilleur et on a construit des bâtiments qui sont avec des dortoirs plus adaptés. On fractionne les dortoirs et puis ça tourne grosso modo entre 4 et une douzaine de personnes. Et les bâtiments sont aménagés pour qu'on ait des lits individuels ou éventuellement des lits doubles dans certains bâtiments, mais dans des petits coins cosy, ce qui fait que quand on est une famille de 2, 3, 4, eh ben, on est un peu séparé des autres au niveau du bruit, etc. Donc ça, c'est vraiment le point positif, c'est que maintenant, les dortoirs, c'est quand même vraiment amélioré. Et puis, ben, on y vient aussi pour manger. Le refuge, on peut s'arrêter y boire un thé, une tarte, enfin tout ce qu'on veut dans la journée. Généralement, les gardiens font un très bon service de restauration le midi, puisque maintenant, on a des refuges très, très bien équipés avec
des grandes cuisines, tout ce qu'il faut qui va bien. Et puis, eh ben, il y a aussi la restauration le soir. Donc souvent, on aime bien la prendre parce que ça nous évite de porter la nourriture dans le sac. Il faut savoir que dans un refuge, c'est souvent à la carte dans la journée et puis c'est compliqué de servir à la carte le soir, donc c'est un repas collectif. Alors souvent, c'est l'image des refuges, c'est que c'est bien copieux. On n'est plus vraiment dans le temps où on fait des grandes raclettes et avec des tonnes de fromage, etc. On fait du diététique aussi, on sait faire, hein. Et puis, on a eh ben, voilà, souvent une soupe, un bon plat avec de la viande ou pas pour ceux qui n'en veulent pas, et puis un accompagnement, un bon dessert, et puis pour ceux qui ont envie, un peu de génépi, il y en aura toujours au bar. Et puis, il y a aussi dans les refuges, bah, bien évidemment, les sanitaires, ça paraît quand même logique. Et puis, on voit de plus en plus des douches. Effectivement, c'est quand même un confort qui est quand même sympa. Quand on est parti faire 2-3 jours ou même une journée, la douche, ça devient de plus en plus pratique. Alors attention, je vous disais tout à l'heure, les refuges, c'est un site isolé. Eh ben, c'est bien là le nerf de la guerre, c'est qu'on ne peut pas y venir facilement. Souvent, le ravitaillement se fait en hélicoptère, vraiment moins souvent en 4x4. Certains arrivent à faire en 4x4, mais souvent, c'est en hélicoptère. Donc, on ne peut pas monter de l'eau facilement, donc il faut trouver de l'eau locale. Et puis, même si on avait beaucoup d'eau, il faut gérer le chauffage. Donc, tout ça, c'est les dossiers d'énergie. Et c'est des dossiers très compliqués. C'est ce qui organise toute la construction d'un refuge. Donc, selon l'énergie et puis la quantité d'eau qu'on a, eh ben, on arrive souvent à avoir des douches. Et en plus, elles sont chaudes. Donc, ça, c'est quand même vraiment bien. Et puis, il y a aussi dans un refuge, quand même, vu qu'on a dit que c'était un site isolé pour tout le monde, un petit coin où vous pouvez casser la croûte en journée, vous êtes de passage, il y a une tempête dehors, et ben, le refuge, c'est aussi l'accueil pour tous. Donc, vous pouvez largement y trouver un petit coin pour vous mettre au chaud, manger votre pique-nique. Éventuellement, si vous avez envie de prendre un thé, c'est sympa. Et puis, vous pouvez quand même repartir. Personne ne vous jettera comme des malpropres. Donc, voilà, un refuge, c'est quand même souvent des gros bâtiments maintenant, des lieux où c'est convivial. Mais c'est quand même pas un hôtel 3 étoiles où vous aurez chacun votre chambre. Voilà, ça reste un ensemble très collectif. Alors, concrètement, pour aller dans un refuge, bon, bah déjà, il faut choisir votre secteur, hein. Souvent, vous faites ça soit le week-end, on vous a conseillé, etc. Vous choisissez votre lieu de vacances. Mais concrètement, pour réserver, le plus simple, dans un premier temps, c'est consulter le site internet des refuges. Pratiquement tous les refuges maintenant, je pense que c'est une exception, ceux qui n'en ont pas, ont un site internet et c'est vraiment votre base de ressources pour aller en montagne dans un refuge. Le gardien va pouvoir y mettre à jour toutes les informations. Alors, ce n'est pas forcément que les informations pour le Covid, hein, c'est les informations pour rejoindre. Des fois, il y a plusieurs sentiers, plusieurs chemins. Il pourra indiquer que tel ou tel chemin n'est pas accessible parce qu'il y a eu un violent orage, parce qu'il reste encore des névés de neige. Donc voilà, vous aurez toutes les conditions d'accès et puis vous aurez les conditions refuge à refuge par rapport au Covid notamment, mais par rapport à toutes les règles qui peuvent s'adapter. C'est vraiment le document incontournable avant de monter en refuge. Voilà. Grâce à ça, vous allez souvent pouvoir réserver sur la plateforme. Si vous faites ça en avance, alors avant de réserver, il va vraiment être intéressant de savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez prendre la nuitée seule? Est-ce que vous voulez prendre le repas du soir? Est-ce que vous voulez prendre le petit déjeuner? Et puis, très généralement, tous les refuges font aussi un pique-nique pour le lendemain si vous continuez. Donc tout ça, c'est des petites informations. Et puis, il faut savoir que dans le refuge, c'est une vie très animée. On prépare tout à l'avance, hein, parce que ben voilà, à partir du moment où la cinquantaine de clients, voire la centaine de clients a passé sa nuit, il faut tout repréparer pour les 100 clients du soir. Donc tout est anticipé et c'est vraiment intéressant de communiquer aussi toutes les spécificités qui peuvent être intéressantes pour le gardien. Par exemple, si vous êtes allergique, eh ben, les gardiens ils s'adaptent. C'est quand même bien plus pratique. Alors attention, ils s'adaptent, mais c'est quand même vraiment plus pratique de communiquer les informations, on va dire, entre guillemets, vitales. Bon, si vous n'aimez pas les raviolis et que vous préférez des nouilles, si tout le monde fait ça, on ne va pas s'en sortir.
Par contre, si vous êtes vraiment allergique à un élément, voilà, c'est important de le communiquer. Et puis, tout ce que vous pouvez dire aussi, j'arriverai en retard, des choses comme ça. C'est toute l'organisation, c'est important de le communiquer en amont. Et puis, le site internet, des fois, ça ne suffit pas parce que quand vous arrivez 1 ou 2 jours avant, eh ben, on vous conseille d'appeler le gardien. Donc là, c'est la deuxième ressource. Appelez le gardien, c'est lui qui va pouvoir vous redonner les conditions du moment, les consignes du moment par rapport au Covid. Et puis, il vous demandera aussi souvent votre itinéraire, peut-être votre destination. Comme ça, lui, il peut commencer à organiser les dortoirs, etc. en fonction des heures de lever. Voilà. Ça, c'est essentiellement la stratégie. Pour aller en refuge, on prend son ordinateur, on regarde un petit peu. Souvent, les offices du tourisme ont les mêmes informations et ils vous renvoient aussi vers les sites. Alors, pour dormir, on a dit qu'il y avait des adaptations face au Covid. En effet, dans les dortoirs, normalement, on trouve toujours un oreiller, une couverture ou une couette. Avec le Covid, soyez bien vigilants, vu que c'est de l'équipement un petit peu collectif, et puis qu'on a dit que les refuges n'avaient pas toujours beaucoup d'énergie, il y en a beaucoup qui n'ont pas de machine à laver. Et oui, parce qu'en refuge, on ne va pas laver les draps tous les jours. Et pour que ce soit un minimum propre et hygiénique, eh ben, on vous demande d'amener ce qu'on appelle vulgairement dans le jargon un sac à viande. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sac à viande? Eh ben, c'est tout bête. Alors, ça existe en produit fini aujourd'hui. C'est un sac en toile. Moi, mes grands-parents, ils faisaient tout bête. Ils prenaient un ancien drap, ils cousaient sur les côtés et puis ils faisaient comme un duvet, mais beaucoup plus léger. Ce qui nous permet de dormir à l'intérieur et puis de ne pas trop salir les draps pour que ça puisse faire des économies dans le temps. Donc, un sac à viande ou en période Covid, il vous faudra un duvet puisqu'effectivement, les gardiens ont retiré toutes les couettes ou toutes les couvertures pour que ce soit que ça protège un minimum les clients du passage. Alors rassurez-vous, avec le Covid, tous les refuges ont subi des protocoles sanitaires très renforcés, notamment de nettoyage. Chacun a dû acheter des alaises spéciales pour pouvoir les nettoyer beaucoup plus régulièrement. Et pareil pour les portes, les toilettes, ne vous inquiétez pas, tout est adapté en refuge malgré qu'il y ait beaucoup de monde. Alors, le duvet, ça c'est très important. Ce qui peut être pratique aussi, c'est que dans le refuge, ben, vous imaginez bien que si tout le monde vient avec ses chaussures de montagne où il a marché dans la boue et dans la neige un petit peu avant, ça va être une sacrée porcherie cette affaire. Donc, avec le Covid aussi, les chaussons, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, pensez bien soit à poser la question au gardien à la réservation, soit à prendre une petite paire de tongs, d'espadrilles, de crocs, enfin quelque chose qui vous fera des chaussons un peu légers. Parce que si c'est lourd, bah forcément, vous allez le porter sur le sac. Ce n'est pas très pratique. Mais voilà, les chaussons, c'est quand même quelque chose de vital parce que sinon, être pieds nus, c'est quand même pas très agréable dans le refuge toute la soirée. Il vous faudra aussi une frontale parce que certains, dans les dortoirs, alors là, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de lumière. Et puis, dans la pièce à vivre, au bout d'un moment, on n'aura plus beaucoup de lumière non plus dans certains refuges. Donc, la frontale, c'est quand même vraiment pratique. Puis quand vous voulez aller aux toilettes la nuit ou aller voir un petit peu ce qui se passe dehors, c'est vraiment important. Il vous faudra aussi des affaires de toilette. On a dit qu'il pouvait y avoir des douches. Alors, ça peut être intéressant de penser à prendre une petite serviette. Alors, prenez pas votre grand drap de bain de plage parce que pareil, ça va être bien lourd. Mais on fait plein de petites serviettes un peu en microfibre ou un peu plus petites. Et puis, une petite savonnette, parce que tout ça, c'est du matériel qui ne sera absolument pas fourni au refuge. Et c'est très rare de les trouver à la vente là-haut. Évidemment, avec le contexte, n'oubliez pas à l'intérieur de prendre une petite boîte de masques et puis un petit peu de gel, ça permettra de durer plus longtemps au stock du refuge. Et puis, il y a quelque chose auquel on ne pense pas souvent, ou en tout cas, on n'y pense que trop tardivement. C'est bête, mais il faut penser à prendre le bon moyen de paiement. Parce qu'en refuge, il y a généralement jamais Internet et on n'a pas de connexion pour la carte bleue. Donc, si vous arrivez qu'avec la carte bleue, le distributeur, ça va être loin. Donc, c'est tout bête. Il suffit soit de prendre un chèque, soit de retirer un petit peu d'espèces, ou alors, il y en a nombreux qui prennent aussi les chèques vacances. Toutes ces informations, à nouveau, vous les retrouverez en ligne sur le site.
vous tapez toutes les informations et si vous n'avez pas, vous passez un petit coup de fil au gardien et il vous répondra avec plaisir. Alors, je vous disais tout à l'heure, on prend les repas ou on ne prend pas les repas. Qu'est-ce qu'on a comme solution au refuge si on n'a pas envie de se confronter à la restauration collective? Alors, attention, hein, je dis collective, oubliez tout de suite, ça n'aura rien à voir avec la cantine quand vous étiez au collège ou au lycée. C'est tout de même de la restauration très confortable et vous verrez, on y mange très bien. Mais on peut faire aussi le choix de vouloir pas manger à horaire fixe et d'être tranquille avec. Donc là, ben, qu'est-ce qu'il vous faudra? Ben, un minimum, prendre votre repas. Alors attention, si vous emmenez votre nourriture, évitez les aliments qui peuvent sentir fort, le poisson, parce que si vous ouvrez la boîte de conserve de poisson, pardon, eh ben, il va falloir la redescendre dans la vallée et supporter l'odeur pendant une journée et demie du filet de maquereau à la moutarde qui est ouvert et qui goûte dans votre sac. Donc, pensez à des aliments qui font peu de déchets, où il n'y a pas de bocaux en verre, par exemple, qui pèsent lourd. Et puis là, ben, à nouveau, quand le refuge est gardé, généralement, il y a du gaz. Pratiquement tous les refuges sont équipés d'une petite gazinière avec un peu de vaisselle, quelques couverts, etc. Et donc, ce qui fait que vous allez payer une petite surtaxe pour l'utilisation du gaz, etc. Alors, c'est minime, hein, ça tourne entre 1 et 3 euros à peu près, pour vous donner l'ordre de grandeur. Mais une fois que vous aurez payé ça, bah, finalement, vous pouvez manger quand vous voulez. Vous aurez juste à prendre votre casse-croûte, vous faites la cuisine, un petit coup la vaisselle après, et puis l'affaire est pliée. Donc, en termes d'économie, c'est pas mal aussi. Alors, il faut savoir que généralement, dans les refuges, les gardiens sont très rarement propriétaires du bâtiment, sauf dans les refuges privés, mais c'est vraiment minime. Donc, au refuge, l'annuité est généralement va directement dans la poche du propriétaire, moins une petite part, et le gardien, lui, ne vit que sur la restauration. Donc, c'est aussi intéressant pour faire vivre tout le monde et ben, de consommer un petit peu local au refuge, une petite bière, un petit thé. Alors, bien sûr, il faut faire en fonction de ses moyens, mais c'est vrai que c'est aussi important pour le gardien de penser à lui parce que lui, il garde le lieu et il faut le savoir parce qu'on ne sait pas toujours comment fonctionne le refuge. Voilà, vous le saurez. Il paye un forfait pour exploiter le bâtiment et il ne vit que sur la restauration. Voilà. Et puis, eh ben, le refuge, c'est aussi une attitude de vie. C'est un lieu d'échange. Vous verrez, à l'intérieur de ces bâtiments, il y aura des randonneurs comme vous qui feront un grand tour. Il y aura des grands-parents qui feront découvrir la montagne à leurs petits-enfants. Et puis, il y a tout un tas d'autres sortes de personnes à rencontrer. Vous croiserez peut-être des gardes du parc, des propriétaires de refuges, des jeunes en formation montagne, des collèges, des lycées. Et puis, bien évidemment, il y a aussi des guides et des accompagnateurs qui emmènent leurs clients à l'ascension de divers sommets. Et donc, c'est un moment, vous découvrirez, assez unique en termes d'ambiance et de convivialité. On peut rapidement se retrouver à faire un tarot avec les guides de la vallée ou avec le club de retraités de Nancy qui découvre la montagne. Enfin, vous verrez, c'est quand même une sacrée ambiance. Et puis, les gardiens, c'est aussi leur métier. Ils sont là pour dynamiser, faire découvrir et amuser tous les clients. Alors, il faut quand même faire attention parce que vu qu'on vit en collectivité, on est content, on est un peu festif, on boit 2-3 canons, mais il y en a qui dorment au-dessus et on a parlé des alpinistes, souvent, eux se réveilleront beaucoup plus tôt que vous. Globalement, les courses d'alpinistes, ça commence entre 2 et 4 heures du matin. Donc, si vous n'avez pas prévu votre dortoir, que vous n'avez pas déroulé le duvet, qu'il faut encore tout ratatiner le sac quand vous avez fini le jeu de cartes ou le livre que vous avez attrapé dans la bibliothèque du refuge, eh ben, l'alpiniste qui dort en face de vous à 23 heures, il ne va pas être très content et il risque de faire autant de bruit quand il va se réveiller à 2 heures le matin. Donc voilà, il faut être respectueux à la fois du lieu, mais de toutes les personnes qui vont vivre et essayer d'impacter le moins possible tous les collègues et camarades qui vont partager la vie et cette expérience montagne, cette expérience refuge en montagne avec vous. Et puis, on a parlé du gardien. Alors, des fois, il est tout seul, des fois, ils sont deux. Et puis, on a des gros bâtiments comme
ceux que vous avez, le col de la Vanoise, Albert Ier, tous ces grands bâtiments, il y a tout un staff, il y a une équipe d'une dizaine de personnes qui va travailler au quotidien. Et c'est des rudes journées quand même, hein. Donc, en refuge, il y a plein de traditions, notamment autour du repas. C'est très apprécié. C'est voilà, c'est dans la tradition d'aider à débarrasser. Alors, ne serait-ce que rassembler les assiettes en bout de table, mais si on a le temps, on les apporte à l'entrée de la cuisine. On passe un petit coup d'éponge à la sortie du repas sur les tables. Et puis, si on a encore un peu de temps avant que le coucher de soleil arrive, on peut même aller toquer à la porte et puis demander s'il y a besoin d'un petit coup de main pour essuyer la vaisselle. Rassurez-vous, tous ces petits coups de main que vous donnez, ils vous seront rendus lorsque le lendemain matin, vous aurez votre semelle de chaussures qui sera en train de se décoller. Vous serez bien content que le gardien vous prête des vis, du scotch, du fil de fer, vous indique le passage qui va bien pour contourner le névé de neige, etc. Voilà, l'expérience refuge en montagne, c'est vraiment le partage et la bonne ambiance. C'est ça qu'il faut retenir ce soir. Et puis, une dernière chose concernant le bien vivre ensemble, il faut se rappeler que tout ce qu'on monte en refuge, le mot d'ordre, c'est de le redescendre. Alors oui, quand on est au refuge, on a pris son pique-nique le matin en bas, il nous reste la peau de banane et puis on se dit, il va bien me la prendre, etc. C'est très compliqué, toute la gestion en refuge. Il faut se dire que dans certains bâtiments, vous êtes jusqu'à 12 000 à dormir en un été. Alors, si chaque client arrive avec 12 000 pots de banane, finalement, c'est un vrai boulot à la fin. Donc, voilà, le mot d'ordre, c'est tout ce qu'on monte, on le redescend. Et puis, c'est vraiment, toutes les installations sont vraiment sensibles. Alors, n'essayez pas de caser vos poubelles à l'intérieur des toilettes. Tout ça va dégrader et endommager les systèmes. C'est un coup à ce que voilà, tout soit bouché et après, c'est des vrais problèmes. Il faut faire monter des plombiers par hélicoptère en urgence et ça va impacter les clients suivants, etc. Donc, voilà, même si on monte des couches, etc., on essaie de tout redescendre en vallée, c'est vraiment important. Alors, on a parlé du refuge, mais la thématique de ce soir, c'est aussi, on en a dit, le bivouac. Alors, le bivouac, quelqu'un a posé la question d'entrée de jeu, j'ai vu ça tout à l'heure. La différence, le bivouac, si vous voulez, c'est pas du camping. Quand vous arrivez au camping dans votre village, vous installez la tente et puis, voilà, vous piquez vos sardines et puis vous allez à la piscine l'après-midi, vous laissez ça, tout ça comme ça. En montagne, on ne peut jamais faire ça. Le bivouac, ça va vraiment être un petit lieu qu'on va se trouver pour la nuit, où on va soit le faire en mode très rustique, avec simplement de quoi dormir et puis une petite bâche, ou dormir à la belle étoile, sans toit, ou on va pouvoir utiliser aussi une tente, mais la tente, elle va être démontée tous les jours, tous les matins, hop, on range tout. C'est vraiment ça la différence entre le camping et le bivouac. C'est l'éphémérité du lieu qu'on va fréquenter. Le bivouac, ça peut se faire de deux possibilités. Soit on peut en profiter autour du refuge, par exemple. Donc là, on va bénéficier de tout ce qu'on peut avoir au refuge, les sanitaires, les douches, et puis généralement, c'est un petit peu aménagé autour pour qu'on puisse poser notre tente tranquillement. Et donc là, on va pouvoir fuir un petit peu la collectivité dans les dortoirs et puis être tranquille dans notre tente avec la famille. On peut très bien monter une tente pour trois autour du refuge. Mais alors tout ça, attention, c'est encadré. Donc, c'est le même schéma que pour la réservation en dortoir. Il faut prendre contact avec l'équipe de gardiennage en premier lieu sur le site internet. Généralement, le bivouac autour du refuge est encadré par de la réservation. Alors, ça ne veut pas forcément, ça dépend des lieux, hein. Chaque gardien, chaque propriétaire, encadrera ça comme il voudra. Ce n'est pas toujours payant. Généralement, c'est un petit peu payant parce que vous allez utiliser toutes les installations sanitaires qui coûtent très cher et qui sont très fragiles. Ce sera aussi un petit peu payant parce que soit vous allez prendre l'option repas, donc vous pouvez très bien dormir en tente et puis manger dans le refuge. Donc là, ça va. Mais si vous décidez de faire votre repas vous-même, vous pourrez utiliser la salle dont je parlais tout à l'heure, utiliser le gaz, etc. Et là, on vous facturera, pareil, le petit surcoût. Il faut se dire que c'est
2 à 3 fois moins cher que de dormir dans le dortoir. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a des inconvénients. L'avantage du bivouac, c'est qu'on entend tout, mais c'est aussi un grand inconvénient. Donc, si on a du grand vent pendant la nuit, l'orage ou la pluie, ben, c'est pas toujours facile, mais par contre, on aura des super levées de soleil où on pourra être tranquille. Concrètement, niveau matériel, qu'est-ce qui va changer si vous voulez aller en bivouac autour du refuge? Eh ben, il va vous falloir une tente, bien évidemment. Ça va être très rarement fourni par les gardiens, ou alors il va falloir la louer, et c'est souvent un gros surcoût. Donc, il vous faut une tente. Alors, ben, il y en a tout type, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une tente pour 12 quand vous allez monter au refuge. Et puis, méfiez-vous, ceux qui ont l'habitude d'utiliser des tentes qu'on peut trouver à Decathlon qui se plient facilement et qui se déplient facilement, eh ben, c'est pas facile à porter sur un sac à dos. Alors, si vous avez 10 minutes de marche, ça va faire, mais pour monter vraiment dans un refuge avec 1 ou 2 heures de marche, eh ben, ça va être très dur. Il vous faut aussi un matelas, alors un matelas gonflable, un matelas pliable, un matelas en mousse, mais si vous dormez sur la terre ferme, vous allez voir, c'est pas très agréable. Essayez sur votre carrelage ce soir, c'est à peu près le même effet. Le duvet, ça change pas vraiment. Et puis, eh ben après, on a dit, soit vous prenez votre repas, soit vous pouvez le consommer au refuge. Et puis après, il y a une autre version aussi, c'est le bivouac. Alors là, cette fois-ci, totalement en solitaire. Alors là, je vous invite à faire très attention. Il va falloir énormément d'organisation si vous voulez bivouaquer tout seul, parce qu'il va falloir trouver les lieux où vous allez pouvoir être un petit peu à plat. Il va falloir trouver les lieux où vous allez être un petit peu tranquille. Et puis surtout, et notamment, le bivouac est très, très, très encadré dans les réserves naturelles, les zones Natura 2000, les parcs régionaux et les parcs nationaux. Dans la majorité des parcs nationaux, le bivouac est interdit, même aux horaires du coucher de soleil, etc. Il n'est autorisé qu'autour des refuges. Donc là, à nouveau, il faut se renseigner sur Internet ou près de vos offices du tourisme sur la réglementation locale. Donc là, vous trouverez toutes les informations. Et puis pareil, vous pouvez appeler le gardien pour savoir si le parc ou la collectivité territoriale autorise les bivouacs dans certaines zones. Alors une fois que vous avez vu c'est autorisé, etc., il va falloir être encore plus malin parce que l'autonomie, ça veut dire autonomie complète. Donc il va vous falloir trouver soit un peu d'eau, soit vous allez devoir porter votre eau pour toute la nuit parce qu'il va vous falloir de l'eau pour boire, mais aussi de l'eau pour cuisiner, pour faire un petit peu la vaisselle et pour vous brosser les dents et éventuellement un peu de toilette. Donc tout ça, c'est vraiment une grosse logistique. Il va vous falloir aussi, eh ben, cette fois-ci, un réchaud parce que là, il n'y aura plus moyen de se reposer sur quiconque. Pour vous faire réchauffer votre nourriture ou pour la faire cuire, eh ben, il vous faudra donc un petit réchaud à gaz. Mais il va vous falloir plein d'autres petits détails. Vous allez être en montagne, il va vous falloir un petit papier toilette, il va vous falloir des batteries pour le téléphone supplémentaires parce que si vous partez 2 jours, eh ben, ça ne va pas marcher bien longtemps. Alors, soit vous avez des astuces avec les panneaux solaires, soit etc. Voilà. Bien évidemment, le repas, il vous faudra tout ça. Et puis, il vous faudra tout ce qui correspondra, on en a déjà parlé, au kit nuit. Donc, le matelas, le duvet, la tente, tous ces petits accessoires qu'on a déjà évoqués. Alors, ça a quand même l'avantage, le bivouac en solitaire, on est vraiment tout seul et on va souvent pouvoir faire de l'observation le matin de la faune en montagne. Donc, c'est vraiment pratique. Et puis, alors attention, je voudrais quand même attirer votre vigilance. On a parlé des refuges. Les refuges, c'est souvent une période gardée, l'été, à la haute saison de l'hiver, et puis une période non gardée. Donc, il est important de se renseigner puisqu'en période non gardée, vous ne retrouverez pas tous les services de restauration. Ce sera une cabane toute simple avec un couchage. Alors, non gardée, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. En montagne, il faudra quand même laisser toujours un petit billet. Alors, c'est pas très cher, hein, c'est une dizaine d'euros pour dormir en montagne, mais il faut savoir que les installations, elles ne se font pas toutes seules. L'éloignement, ben, c'est pratique, mais ça coûte très cher. Et il y a des cabanes qui, à l'année, sont toujours non gardées. Donc, sur les cartes hygiène, vous ferez attention à la légende, c'est pas colorié pareil. Et alors là, attention, dans ces cabanes qui sont non gardées à l'année, hein, ce qu'on appelle les abris, voilà,
vous ne trouverez pas du tout le même confort. Dans ces cabanes non gardées, alors déjà, il y a souvent moins de gens qui viennent faire le ménage. En matière d'équipement, de vaisselle, etc., c'est souvent bien moins garni. Et puis, là, vous ne pourrez avoir personne qui vous donnera les conditions d'approche, les conditions météorologiques du moment et tous les conseils d'itinéraire que pourrait vous apporter un gardien ou toute son équipe. Donc, pensez à prendre votre chèque si vous allez dans ces cabanes non gardées. En tout cas, l'expérience est très enrichissante. Alors, j'espère que vous avez eu, ma petite parole vous a suscité quelques interrogations. David, as-tu recueilli des questions pour la suite? Bah écoute, merci, un grand merci à toi Théo. Beaucoup de personnes ont pu s'exprimer tout au long de ton intervention. Et elle est super intéressant, merci, c'est très bien, sont nombreux. Donc bravo à toi Parfait. Théo d'avoir pu nous passer un certain nombre d'informations. Mais effectivement, quelques petites précisions sont apportées. Les tarifs, effectivement, on n'a pas parlé des On n'a tarifs. pas parlé tarifs. Voilà, donc bon, après, en sachant que forcément, il y a de la disparité suivant où vous êtes, mais globalement, un prix moyen pour une demi-pension, une nuitée, vers combien on s'oriente, Théo? Alors, il faut, pour donner un ordre de grandeur, une nuitée en refuge. Alors, la nuit simple avec une taxe de séjour, ça coûte entre 14 € et jusqu'à 25 € à peu près. Voilà, c'est la fourchette. Sachant qu'il peut y avoir des tarifs si vous êtes membre, par exemple, du Club Alpin. Il y a aussi des tarifs si vous êtes membre de la Société du Dauphiné et si vous êtes membre d'une fédération étrangère. Ça, c'est uniquement la nuitée. On a dit tout à l'heure, on pourra rajouter un surcoût si vous vous faites vous-même le repas. Là, c'est de l'ordre de 1 à 3 €. Et puis, pour la demi-pension, comptez en moyenne une vingtaine d'euros pour le repas du soir et un peu moins de 10 € pour le petit déjeuner. Et ensuite, il peut y avoir quelques options. Le pique-nique, une dizaine d'euros. Et puis, la douche, 2-3 €. Voilà. C'est à peu près l'ordre de grandeur des tarifs. Donc, si vous venez, ça, c'est des tarifs adultes. La plupart des gardiens adaptent les tarifs dégressifs en fonction de l'âge. Et on a bien évidemment des tarifs de groupe pour 8 à 9 personnes, etc. Et puis pour les enfants, c'est bien moins cher. La nuitée est souvent gratuite en dessous de 8 ans. Voilà, pour vous donner un repère. Alors, je ne sais pas si Véronique Simon est toujours avec nous. Elle, c'est sa première nuit en montagne pour cet été. Elle s'est donné comme objectif. Alors, elle se disait, j'espère qu'on va répondre à toutes mes questions. Alors, je ne sais pas si Véronique, tu peux réagir à travers les commentaires pour nous dire oui ou non, est-ce que Théo a répondu à toutes tes questions ou s'il faut qu'on apporte quelques compléments. Visiblement, ça a réagi aussi sur la tongue, Théo, les crocs. Donc, donc effectivement, c'est important de rappeler que dans un refuge, généralement, on rentre pas avec ses gros sabots, hein, Théo, hein. Mais ça, je crois que tu l'as déjà expliqué à travers tes propos, hein. Ouais, il faut s'imaginer que dans un refuge, on ne peut pas avoir une équipe qui passe en permanence, qui fasse le ménage en permanence dans tout le bâtiment. Le ménage, c'est bien simple, ça s'occupe de 8 heures ou 9 heures le matin jusqu'à 11 heures. À partir d'11 heures, on attaque le service du midi et après, on n'a plus du tout le temps. Les premiers clients arrivent et commencent à récupérer leur lit dans les dortoirs et le reste de la journée. Donc, tout ce qu'on va salir dans l'après-midi, on ne pourra pas le nettoyer bien avant le lendemain. Donc, les crocs, c'est quand même pas mal. Quand vous êtes chez vous, vous revenez du jardin, en général, on essaie de changer de chaussures. Il y en a souvent dans les refuges, mais avec les protocoles Covid, c'est quand même compliqué. La plupart n'ont pas la logistique de les laver, etc. Donc voilà, une paire de tongs, c'est pas très lourd. Vous prenez ça et le problème est réglé. Alors, il y a plein de questions, hein, Théo. Il faut qu'on essaye de les répondre de manière très synthétique. La question du réchaud, Sonia Margail, hein, qui avait gagné avec moi la dernière fois là, sur Terre-Nua. Le réchaud en bivouac est autorisé partout ou pas? En principe, normalement, c'est défini par là où ça peut être interdit en bivouac, c'est éventuellement dans les parcs nationaux.
Après, les propriétaires le réglementent. Si vous êtes à côté du refuge, ils vous conseillent, enfin, ils vous demandent, pardon, de ne pas le faire sur les tables du refuge ou etc. Soit vous le faites loin, soit vous le faites avec l'équipement du bâtiment. Mais en montagne, en principe, vous pouvez utiliser votre réchaud. Par contre, vous ne pouvez pas faire de feu. Voilà, c'est plutôt ça la subtilité. Donc, bien sûr, réchaud autorisé, mais effectivement, c'est différent que de faire un feu, parce que ça peut être réglementé suivant les endroits où on est. Mais bien sûr, on ne pourra jamais vous reprocher d'avoir fait chauffer une petite soupe pour passer une nuit la plus confortable possible, Théo. Ah ben ça, la soupe, il faut. Alors aussi, une question, alors on va retourner sur les refuges de El Pajoro Errante. Comment on construit les refuges dans des endroits inaccessibles? Ah, ben ça, c'est un sacré défi que relève souvent la Fédération française des clubs alpins de montagne. Vous avez des refuges très atypiques comme celui de la voie normale du Mont Blanc, perché. Vous avez le refuge de l'Aigle sur des arêtes et des aiguilles. Et ben là, le challenge, c'est un tout autre challenge, c'est de l'ingénierie. Et principalement, on monte avec des architectes spécialisés qui vont soit ancrer très profondément dans le sol des pieux, soit ils vont faire des belles fondations comme dans votre quartier. Mais tout va se travailler principalement avec des rotations d'hélicoptères pour acheminer tout le matériel. Et puis, il va falloir loger les ouvriers. Alors, soit on a déjà un refuge à côté ou un vieux bâtiment, soit on va monter un petit algéco de fortune et puis on va faire au mieux le temps que ça aille, que ce soit bien construit, quoi. Alors, une petite question quand même sur nos amis les animaux. Effectivement, se promener en montagne avec son chien, ça peut être très agréable. Mais effectivement, dormir, ça peut aussi être contraignant. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire, Théo, par rapport à la présence d'un chien? Ça dépend des refuges. Alors, le chien, là, pareil, à nouveau, dès qu'on va être contraint par une protection de l'environnement, donc un parc national, un parc régional ou des arrêtés biotopes, là, le chien, même tenu en laisse, est complètement interdit à l'intérieur de ces zones. En revanche, quand on se situe en dehors de tout ça, là, ça va être au bon vouloir du gardien. Si il a de la place pour accepter et mettre votre animal de compagnie bien au confort, en général, il faut que votre chien soit quand même autonome et puisse ne pas se retrouver la nuit avec vous dans le dortoir. Mais là, à nouveau, appelez le gardien et discutez-en avec. On retrouve sur les sentiers de montagne beaucoup d'animaux. Vous avez des ânes, des chevaux, voilà. Ça, c'est des animaux faciles et qui ont les autorisations. Les chiens, c'est souvent un peu plus compliqué. Alors, une petite question là, assez d'actualité, hein, même si ça va quand même nettement mieux. Concernant les conditions sanitaires, est-ce qu'elles compromettent actuellement l'accès à la salle Orsac? Pas du tout. La salle Orsac, c'est les fondamentaux du refuge. La salle Orsac est accessible. Après, il y a toujours dans les bâtiments, comme dans les restaurants, des carnets pour noter qui était présent, comment, etc., pour faire un peu de suivi. Mais il n'y a pas de souci. Les salles Orsac sont ouvertes. Petite question de Véronique, hein, qui a bien répondu. Hein, pour toi, tu as été bien performant, hein, Théo. Elle était contente de tes propos, mais elle a une question complémentaire. Lorsqu'elle va arriver au refuge, où est-ce qu'elle va ranger ses bâtons et ses chaussures? Alors, au refuge, dans l'entrée, ils sont normalement équipés d'une salle où on va pouvoir laisser tout ce qui est piolet, corde, bâton et tous les objets un peu contendants de ce type, crampons aussi. Tout ça, ça n'a pas de place dans le dortoir. On va pouvoir les laisser dans une petite boîte à l'entrée et on trouvera généralement un casier à chaussures tout en bas. Et tout ça se passe au rez-de-chaussée ou vraiment à l'entrée. Et après, une fois qu'on a tout posé, on peut se balader librement en tongs dans le refuge. Alors, je vous propose maintenant de terminer par ces deux questions-là, car on va vous laisser passer une bonne soirée. Une petite question, là, on va remonter un peu le fil de discussion sur le poids de sac. Alors, je sais que la Fédération française de randonnée pédestre a déjà apporté une réponse à Christine, à Micheline, excusez-moi, qui se posait la question de dire, voilà, moi je fais 52 kilos, jusqu'où je peux charger mon sac à dos, hein, en sachant qu'effectivement, la FFRP a parlé du ratio 15% à 20% de son poids corporel. C'est vrai que quand même voyager léger, c'est voyager le plus loin possible. Théo?
Alors, il faut se dire que tout ce qu'on traîne sur le dos, c'est quand même vraiment, c'est plus qu'un surpoids, hein. 15 à 20%, ça semble correct. Dites-vous que lorsqu'on passe des examens pour devenir guide de haute montagne, accompagnateur, on va charger son sac à une quinzaine de kilos minimum pour les examens. Donc, ça vous donne un repère d'exigence. Quand vous avez un sac de 15 kilos, c'est déjà une belle mission. Donc, si on est en dessous, c'est bien mieux. Ouais, moi je pense que le ratio 10-15%, c'est pas là. Tout à fait, ouais. Alors après, ça dépend aussi si on part en bivouac ou si on part juste à la journée et qu'on va dormir au refuge avec le casse-croûte, etc. Donc, si vous êtes en bivouac, nécessairement, le sac Répartir sera la un charge peu plus lourd. sur l'ensemble du corps. Mais ça, il y a un webinaire spécial qui a été fait sur le sac à dos. Donc, je pense que si vous n'avez pas eu les informations, c'est bien de le regarder parce que ça, c'était au cœur des explications. On va terminer sur la question de l'eau, de l'eau et de l'assainissement. Donc, question de Quentin, y a-t-il toujours un point d'eau potable dans le refuge? Alors oui, ça fait partie du caractère refuge en montagne. Vous trouverez toujours normalement de quoi remplir vos gourdes. Alors c'est important de demander au gardien où le faire. Il vous orientera vers le bon endroit. Mais vous trouverez toujours de l'eau potable en refuge. Les rares cas où vous n'en trouverez pas, c'est des refuges très particuliers comme la voie normale du Mont Blanc, où là, il va falloir acheter son eau potable. Mais à 99% des cas, l'eau est gratuite en libre service. Et pour terminer avec Quentin, toujours, alors ça, c'est pas l'eau à boire, mais c'est l'eau usée, c'est l'assainissement. C'est une grande question, l'assainissement pour nos refuges. Alors, l'assainissement d'un refuge, effectivement, je parlais des points stratégiques et des points clés. Quand on construit un refuge, on se base sur l'assainissement et sur l'eau et l'énergie. Et les refuges sont équipés de fosses septiques qui vont, comme on avait pu le faire il y a 50 ans dans nos maisons individuelles, gérer l'apport de matière avec des eaux grises qui vont séparer d'un côté, des bacs à graisse, et tout va être automatiquement épandu. Alors après, c'est des systèmes qui sont très fragiles et qui des fois ont été mal dimensionnés, mais normalement, il n'y a rien à craindre. Vous trouverez soit des refuges, des toilettes conventionnelles, soit éventuellement, vous pourrez trouver des WC secs aussi. Eh bien, écoute, Théo, merci vraiment de ton intervention. Les internautes nous mettent des messages comme quoi ils ont passé un bon moment en ta compagnie. Nicolas nous dit merci pour tout, c'était très éclairant. Steph nous dit merci beaucoup pour ce nouveau webinaire super informatif. Donc, mission remplie pour toi, Théo, mais ça, on n'en était pas, on craignait pas le contraire. En tout cas, je voudrais aussi remercier Thérèse Marie, que vous ne voyez jamais dans le cadre de nos webinaires, mais c'est elle qui est aux manettes, c'est elle qui vous permet les incrustations de messages, de nous mettre à l'écran ou pas, et de suivre toute la dynamique sur les réseaux sociaux. Merci à la FFCAM, merci à la FFRP. Dernier webinaire, c'est jeudi prochain à 19h. Un invité de marque, notre ami Patrick Boucheran d'Alibert, qu'on connaît bien, et je salue Patrick. Il sera en compagnie de Nils Martin, directeur adjoint de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, et aussi un salarié, je crois, de la FFRP, pour parler trekking et itinérance. Ce sera le point final de ces 10 épisodes. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Ça continue sur d'autres réseaux sûrement. Moi, je vous dis ciao, ciao. Et surtout, soyez prudents cet été sur les sentiers de randonnée. Merci. À bientôt en montagne.